Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Bérubé, auteur et journaliste. Bien le bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme introduction, j'avais envie de faire quelque chose de spécial. J'avais envie de mettre un peu l'accent sur quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'importance d'investir en soi. Investir en soi sur une base continue, continuellement, toujours devenir meilleur dans le domaine qu'on veut pousser. Mais plus spécifiquement, c'est ça, la lecture pour acquérir des connaissances, des compétences. Pas nécessairement, on veut lire des romans, là, donc vraiment du travail, développement personnel, finance, milieu des affaires, peu importe le sujet. Et j'ai envie de mettre l'emphase là-dessus. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, puis là, vous répondez à vous-même, est-ce que vous considérez que vous lisez assez? On voit récemment que la moyenne des gens perdent la capacité de concentration, la capacité de se concentrer sur une période de temps est perdue au fil des années à cause des surstimuli. Puis la lecture, c'est un excellent moyen de combler ça. Donc, si vous répondez que vous ne lisez pas assez, ben, peut-être qu'on va essayer de vous inspirer aujourd'hui. Moi, personnellement, j'en fais une fixation. Je lis constamment tous les jours et j'en ai toujours devant moi. Comment je peux lire de livres de plus cette année? Je me pose tout le temps cette question-là. Puis, comment je fais pour retenir aussi ce que je lis? Parce que j'ai vu des gens qui font du développement personnel puis qui vont lire le livre, tu leur demandes d'expliquer ce qu'ils ont appris dedans, ils s'en souviennent plus. J'ai déjà vu ça des fois. Donc ça, c'est particulier. Donc, comment on peut retenir? Donc, je cherche toujours des stratégies pour m'améliorer, retenir plus, puis continuer à dévorer des livres, des articles de blog, des textes sur Internet. Puis ça, c'est sans considérer les livres audio qui se rajoutent à ça, puis bien évidemment, les YouTube, parce qu'aujourd'hui, c'est un incontournable. Donc, si vous pensez, vous, de votre côté, manquer de temps pour lire, je vous partage une petite stratégie qui va peut-être vous aider à débloquer l'étudiant en vous. La première étape, c'est simple, c'est comme dans toute chose, il faut se fixer un objectif pour commencer. On va se fixer un objectif de lecture. Si vous ne lisez pas beaucoup, peut-être vous pouvez vous fixer un premier objectif, un chiffre magique qu'on voit des fois, le livre du mois, un livre par mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, un livre par mois? Parce que c'est bien beau si on se fixe cet objectif-là, mais si on attend 28 jours pour le commencer, on va rusher 2 jours, puis on ne tiendra rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par décortiquer la tâche par tranche. On appelle la technique du salami. Par exemple, un livre de 240 pages, si on divise par 30 jours, ça me donne 8 pages par jour. Donc, si on lit 400 mots minutes, qui est le lecteur moyen au Québec va lire 400 mots minutes en moyenne, ça va nous donner à peu près 6 à 10 minutes par jour de lecture pour lire nos 8 pages. Est-ce que ça va chambouler votre horaire? Est-ce que ça va faire en sorte que toute votre journée va être mise sur le côté parce que vous voulez lire? Est-ce que vous êtes capable de trouver 10 minutes par jour pour lire? Moi, je suis sûr que oui. Puis, gardez en tête, ça, c'est la vision derrière ça. Si vous gardez ce rythme-là de 8 pages ou de 10 pages par jour, par exemple, après 10 ans, à un livre par mois, ça fait 120 livres. Pensez-y, 120 livres de développement personnel, 120 livres pour travailler sur vous, pour devenir une meilleure personne, que ce soit dans le trading ou dans n'importe quel domaine. Alors, j'espère que juste ça, là, ça vous allume parce que moi, ça m'allume énormément. Alors, je vous invite à faire comme moi, puis acheter un gros paquet de livres, mettez ça dans votre salon, sur les tables, à côté de la toilette, un peu partout. Puis imprégnez-vous des connaissances sans fin qui s'offrent à vous de gens qui ont pris soin de réfléchir et de vous livrer un produit fini, là, pas seulement un petit post à la va-vite sur Facebook. Puis, pour vous inspirer à lire plus, j'ai 2 complices avec moi. Tout d'abord, j'ai mon cher ami Fuji Master, comme toujours. Comment ça va, François? Ça va très bien. J'ai bien Tu com- aimé ton introduction. Merci beaucoup. Petite parenthèse, lorsque j'habitais à Montréal, il y a une période, j'ai habité à l'île des Sœurs, puis je travaillais sur le parquet de la Bourse de Montréal. Et puis pour voyager, je prenais l'autobus. Et puis, je lis beaucoup, tu sais, moi, mais c'est surtout sur Internet, les blogs. Puis lire un livre papier, je m'ennuie un peu de ça. Mais quand j'habitais en autobus, là, je lisais là, tu sais, un bon 15 minutes aller, 15 minutes retour, une demi-heure par jour. Puis écoute, j'ai jamais lu autant de livres de ma vie pendant cette période-là. Fait que bref, oui, j'ai bien aimé ton introduction. Il faut trouver du temps pour lire. Puis écoutez, moi, ça trahit peut-être mon âge, là, mais lire un livre papier, j'aime ça. Ça C'est le fait fun. différent de les jeunes, mais écoutez, il y a plein de façons, les audiobooks, mais le livre papier, j'aime ça. C'est clair. Puis là, tu as dit quelque chose d'important, c'est que tu as profité de ce que tu faisais déjà
pour le rentrer. C'est sûr, quand tu ne conduis pas, c'est plus facile un livre papier, mais si vous conduisez, il y a les podcasts, comme des trading, il y a les livres audio, il y a d'autres solutions pour travailler sur soi. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre... Alors, avant de vous présenter notre invité, là, je veux juste rapidement vous inviter à vous abonner, à partager le podcast en grand nombre. En faisant passer le message, on peut aider beaucoup de gens à développer une plus grande sagesse financière puis pouvoir atteindre normalement une plus grande abondance dans leur vie. Alors, allez-y, faites passer le message. Alors, ceci étant dit, on poursuit. Je vous présente maintenant notre invité spécial, M. Nicolas Bérubé, journaliste et auteur des livres « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » et « De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir ». Deux titres intrigants qu'on va essayer d'aller explorer ensemble. Alors, bonjour Nicolas, j'espère que ça va bien. Oui, merci Patrick. Oui, ça va bien, merci. Excellent. Merci d'avoir accepté l'invitation. On ne se connaissait pas. Je t'ai demandé une amitié Facebook. Ça s'est fait naturellement. J'apprécie beaucoup que tu sois là. Puis là, ce qu'on va faire, parce que là, on te voit de plus en plus partout, du moins, en tout cas, dans notre réseau, on entend beaucoup parler de toi aussi. Les gens semblent vraiment apprécier ton ouvrage. Puis, ce que ça me fait, moi, c'est que tu sembles vraiment aider concrètement les Québécois à réfléchir sur leurs finances, qu'on ne fait pas assez. Donc, moi, ce que j'avais envie de faire avec toi, avec François aussi, tu sais, c'est qu'on va s'attarder peut-être plus à ton ouvrage de zéro à millionnaire. L'autre ouvrage étant plus ancien, mais qui décrit quand même bien, j'ai juste lu le résumé, mais qui semble décrire la richesse qui est cachée, si on veut. Veux-tu juste peut-être faire juste un petit synopsis là, de ce premier livre-là, puis après ça, on passera, dans le fond, plus dans le concret, si on veut, au niveau de la bourse, là. Fait que ton premier ouvrage, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as ressenti le besoin là, d'exprimer ça, le millionnaire next door? Oui, c'est ça. Ben, c'est justement après avoir lu des livres comme Le Millionnaire Next Door, qui est, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un livre classique des années 90. C'est deux universitaires américains, Thomas Stanley et William Danko, qui sont allés étudier les millionnaires américains, un peu comme des anthropologues, si tu veux. Tu sais, ils sont allés voir où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi leur opinion, c'est quoi leur marque de bière, c'est quoi leur marque de voiture qu'ils conduisent et tout. Puis ils se sont rendus compte, pour faire l'histoire courte, que beaucoup de gens dans les quartiers très cossus, des beaux quartiers, beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de richesse. Parce que beaucoup de gens ils ont des bons revenus, mais il y a des grosses dettes aussi. Une grosse maison, une grosse dette, grosse hypothèque. Les voitures, ben souvent, c'est loué. Donc, finalement, ils se sont rendus compte que beaucoup de gens qu'on voit comme riches sont pas si riches que ça. Puis, beaucoup de gens de la classe qui habitent dans les quartiers de la classe moyenne élevée, en banlieue, je sais pas moi, Longueuil, Laval, même Montréal, Rosemont, à Québec. Des gens comme ça qui n'ont pas des vies qui font qu'on se retourne et qu'on fait « Ah, wow! » Mais souvent, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'actifs qui habitent et qui vivent ce genre de vie-là. Donc, moi, je suis allé à la rencontre, en fait, de 12 millionnaires canadiens et un milliardaire aussi pour mettre la cerise sur le sundae. Puis, finalement, je les ai écoutés. Je leur ai posé des questions sur leur démarche, sur est-ce que leurs parents leur ont parlé d'argent quand ils étaient jeunes ou non? Est-ce que ça leur est venu d'une façon naturelle ou non? Tu sais, avoir un peu leur profil. Et puis, en fait, j'utilise ça comme un peu un tremplin pour parler de la richesse en général, de l'enrichissement en général, des placements en général. Donc, ça, c'est le premier livre que j'ai écrit en 2019. Et puis, 2022, comme tu mentionnais, c'est de zéro à millionnaire. Lui, c'est vraiment plus sur la bourse parce que je me rendais compte que tous les lecteurs de mon premier livre, toutes les questions qu'ils me posaient, c'était sur la bourse. Et là, j'ai dit, bon, ben OK, j'avais comme mon focus group, si tu veux, naturel, là, sans le faire. Et puis, j'ai vu qu'au Québec, en fait, je le savais, mais là, je l'ai concrètement vu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de lacunes quand vient le temps d'investir à la bourse. Les gens connaissent, par exemple, l'immobilier. L'immobilier, c'est pas facile, mais c'est facile disons, de connaître quelqu'un qui peut nous aiguiller un peu là-dessus. Les gens ont un beau-frère, un oncle, un voisin, tout ça. C'est plus Mais c'est plus véhiculé, c'est plus au jour le jour, c'est ça. Et donc, puis la bourse, c'est comme un peu dans l'angle mort. Tu sais, on n'en entend pas parler. Si on en entend parler, des fois, c'est peut-être pas les meilleures approches. Tu sais, on va entendre, comme quand j'ai écrit le livre
il y a quelques années, tout le monde parlait des actions de cannabis. Là, c'était donc ça qu'il fallait posséder, puis si t'as pas ça, t'es dans le champ, ta. Puis ensuite, ben c'est ça. Chaque époque a sa mode puis ses actions frénétiques. Donc souvent, c'est à travers cet angle-là qu'on en entend parler. Puis on en entend parler quand ça va mal. Bon, quand tu ouvres la télé, puis là, Patrice Roy lui dit « Oh, journée noire sur les parquets boursiers de la planète. » Donc, à peu près, ça fait un drôle de mélange. Dans la tête des gens, c'est comme un gros casino. C'est comme... Puis, on peut pas vraiment reprocher aux gens de ne pas vouloir se lancer là-dedans parce que les gens disent « Attends, moi, je travaille fort pour mon argent, je vais-tu mettre ça là-dedans, je vais tout perdre et tout. » Donc, il y a beaucoup de nœuds à défaire un peu. Puis moi, c'est le défi qui m'a tenté en écrivant ce livre. Et tu as-tu fait un peu comme une thérapie personnelle aussi, à la base? As-tu un travail sur toi que tu avais besoin? Un peu. En fait, je l'ai fait avant mes erreurs. Là. Quand j'ai commencé à investir il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un peu comme tout le monde. Là. J'ai spéculé sur la direction des marchés, ce genre de choses-là. Puis, je me suis coincé le doigt dans la porte assez vite. Merci. Alors, si tu veux, je vois ça comme c'est comme mes têtes collectées, si tu veux. C'est comme, c'est ça que ça m'a coûté pour apprendre à devenir un meilleur investisseur. Pas pire. Je calcule avoir perdu environ 10 000 en frais de collecté. Donc, Pas si pire, pas si pas fait. cher qu'aux États. Et, hein? Mon Ouais, aux États. Donc, c'est après cette erreur-là, là, j'ai commencé à me faire une tête, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à comprendre c'est quoi les bonnes pratiques. Et puis, après ça, j'ai investi de façon satisfaisante. Là, je suis satisfait de mon approche. Puis, j'en parlais autour de moi. Et puis, là, on parle environ vers 2012, 2013 à peu près. Puis, les gens me regardaient comme si je parlais chinois. Les gens n'avaient jamais entendu parler de ça dans mon entourage. En tout cas. C'était des gros points d'interrogation. Puis, c'est là que j'ai vu il y a peut-être une place pour un livre, pour expliquer aux gens. Parce que j'aurais pu faire comme à la presse, j'aurais pu aller voir mon boss, dire « Hey, je vais te faire une série de 5 articles sur la bourse. » Puis là, il aurait dit « Parfait, quand tu nous remets ça. » Mais les articles, ça vient puis ça part. T'sais, on en lit un, on le bookmark pour le relire, puis on se l'envoie par email, quoi que ce soit, puis au bout de 2 semaines, on l'oublie. Donc, moi, je voulais quelque chose qui reste, pour que ça puisse être dans la bibliothèque. Si l'ado décide dans 5 ans de passer puis d'attraper le livre, ben peut-être lui aussi va pouvoir embarquer et tout ça. Donc, c'est ça un peu qui m'a motivé. Ouais. Puis un livre, ça traîne sur une table, puis c'est là. Ça peut être chez le dentiste, ça peut être n'importe où. François, tu voulais parler. Ben, je voulais juste rajouter, il parle qu'il a commencé en 2012, il regardait ça, il en parlait. Il y avait un bel effet d'entraînement quand j'ai commencé, puis un peu comme M. Bérubé, au début, on fait des erreurs, là. C'est un chemin de Compostelle, on dirait que tout le monde passe par là. Mais au début, il fallait acheter des actions. Puis dans l'ouvrage de Nicolas, dans son livre, il parle beaucoup d'FNB. Maintenant, c'est une facilité. En anglais, faire du cherry picking, on n'a plus besoin de faire ça. Oui, c'est correct. C'est correct. Des fois, on veut investir dans des compagnies de qualité, c'est correct, mais pour les néophytes qui nous écoutent, puis 80%, on va dire, de la planète, des FNB, c'est ça. Dans le temps, on ne pouvait pas trop en parler. C'est vieux, puis c'est quand même jeune, des FNB. Là. Les plus gros, c'est peut-être une vingtaine d'années. Donc, 2012, ça fait 12 ans. C'était jeune encore, mais aujourd'hui, des FNB, là, c'est accessible à tout le monde. C'est une belle façon de se diversifier. On entend souvent, là, mais moi, je pense que l'or va monter, je pense que le pétrole va monter, je pense que la technologie, mais je vais acheter NVIDIA, je vais acheter une Suncor, c'est correct. Mais quand quelqu'un dit, je pense que le pétrole va monter, mais pourquoi qu'on n'achète pas un FNB d'énergie? Comme ça, la même chose avec les cannabis, là, tantôt, il en parlait. Il y a beaucoup de types de cannabis qui ont monté, qui ont descendu, mais en général, le FNB du cannabis, mais on était mieux, il a quand même chuté, mais on était quand même mieux diversifié. Fait que bref, le momentum des 10 dernières années, là, les FNB, comment bien investir, puis comment Nicolas l'approche, je trouve que c'est génial. Là, parce que acheter des actions, c'est bien, mais si on veut se protéger et être diversifié, les FNB, je pense que c'est le meilleur produit au monde. Oui, puis on avait 2 ou 3 épisodes, je pense qu'on a aussi. Et puis on a fait, regardez dans la liste, dans le passé, on a parlé de ça pour
vous initier à ça. Fait que je trouve ça déjà très intéressant, Nicolas. Puis moi, quand on s'était parlé, puis tout ça, puis moi, mon but, c'est pas de faire une infopub de ton livre, puis c'est pas ça ton but non plus, j'en suis conscient. C'était plus, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller visiter. J'ai écrit quelques questions qu'on va te poser pour aller dans le contenu un peu de ce que tu couvres, puis essayer de t'extirper un petit peu de tes connaissances sans avoir besoin de le lire, mettons, juste pour aujourd'hui, mais on va souhaiter que ça donne le goût d'aller le lire. Donc, on va commencer avec la première qui était quand même, je pense qu'elle était même sur le cover en arrière du livre. 15 minutes par année pour la gestion. Est-ce que je me trompe ou j'ai vraiment halluciné? Comment on peut faire pour battre les professionnels avec juste ça? Je t'écoute, Nicolas. Ben, je pense que, François, tu faisais allusion, là, justement, au fonds négocié en bas. Donc, tu sais, pour mettre la table un peu, le marché boursier nous est présenté. Souvent, les gens qui vont nous en parler, ça va être des conseillers financiers. Ils vont nous parler des fonds communs de placement. Donc, si un de nous trois, ce matin, on rentre à la banque, on s'assoit, on dit « je vais investir », ils vont nous montrer, ils ont toujours montré, c'est des fonds communs de placement. Donc, les fonds communs de placement, c'est des fonds qui sont assemblés par une équipe qui fait un fonds, qui choisit les bonnes compagnies, qui élimine les mauvaises compagnies. Donc, c'est des fonds qui sont composés pour un paquet de critères, comme par exemple battre le marché ou offrir de la protection en cas de chute boursière, selon les profils d'investisseurs et tout ça. Mais les statistiques nous montrent que les rendements de ces fonds-là sont la plupart du temps décevants. D'ailleurs, ils n'ont pas une durée de vie très longue, les fonds communs de placement. Les gens ne savent peut-être pas ça, mais en moyenne, au Canada, au bout d'une période de 10 ans, il y a la moitié des fonds communs de placement qui n'existent plus. Ah ouais. Et qui ont été fusionnés avec d'autres fonds communs. Donc, on peut se douter que quand les fonds communs ferment, c'est pas parce qu'ils performent très bien. C'est souvent parce qu'ils ont des performances décevantes. Donc là, les gens vont être fusionnés dans un autre fonds. Peut-être les gens vont se recevoir un courriel ou Ah, ton fonds a été fusionné. Je dis OK. Je peux rien faire pour ça. Je peux rien faire, mais c'est pas grave. Mais finalement, ce qui arrive, c'est que les mauvais rendements sont effacés. Et puis là, vous repartez avec un autre fonds. Puis là, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir fait un meilleur rendement que ce que vous avez réellement fait. Donc, la meilleure approche, quand on voit qu'entre 90-95% des fonds communs ne réussissent pas à battre les grands indices boursiers, donc la moyenne du marché au complet, la solution, c'est d'acheter le marché au complet dans un fonds négocié en bourse. Donc, c'est un fonds qui n'a pas une personne qui est derrière et qui a décidé à la pièce, « Oh, je prends cette compagnie-là. Oh, j'exclus cette compagnie-là. » C'est vraiment le marché au complet. Et donc, l'idée derrière ça, c'est que dans cette botte de foin-là, il va y avoir une coupe d'aiguilles qui vont être nos Apple, nos Google de demain, nos Nvidia de demain, et puis qui vont propulser le marché, notre fonds vers le haut. Donc ça, c'est la théorie. Une fois que vous possédez ce fonds-là au complet, une fois que vous possédez la bourse au complet, bien, vous n'avez plus rien à faire. Puis si on avait eu cette discussion-là il y a 5 ans ou 10 ans, là, je vous aurais dit, ça vous prend un fonds négocié en bourse pour les actions canadiennes. Ça vous prend un fonds négocié en bourse pour les actions américaines. Ça vous en prend un pour l'Asie, un pour l'Europe. Ça vous prend les obligations. Donc là, je vous aurais donné une liste d'épiceries de fonds. Et puis là, les gens, OK, puis je vous aurais dit aussi qu'il faut rééquilibrer ces fonds-là parce que ça bouge à chaque jour. Donc, au bout d'un an, 2 ans, là, vous êtes complètement ailleurs avec vos rendements. Et donc, mais c'est même plus nécessaire de faire ça parce que depuis 7 ou 8 ans au Canada, il y a des fonds négociés en bourse à répartition d'actifs. C'est-à-dire que dans un fonds, vous avez plus de 15 000 compagnies dans 50 pays. Donc là, les gens, des fois, font le saut parce qu'ils disent « Ah, moi, je vais acheter un fonds, ça a l'air super risqué. » Mais alors que, dans le fond, c'est un peu notre œil qui nous joue un tour parce que quand on possède un fonds négocié en bourse à répartition d'actifs, on est vraiment diversifié. Et puis ça, c'est autant bon pour, comme François, tu disais, la gestion du risque, dans le sens que si un marché baisse, si par exemple, il y a une bulle en France, puis les actions françaises baissent, bien, on va être moins affecté parce qu'on a nos baies un peu partout. Mais on a aussi une répartition du risque, mais vers le haut. Ça, les gens, des fois, ils ne le voient pas parce qu'ils se disent « Ah, si j'achète un fonds négocié en bourse, je vais avoir un paquet de compagnies
que je veux pas, qui vont peut-être faire faillite. Et pourquoi je traînerais ces boulets-là dans mon fond? Donc, je vais pas faire ça. Je vais acheter des compagnies à la pièce. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, la fiche de route des gens qui font ça, elle est pas très bonne. Pour prendre un exemple très, très caricatural, mais si on avait fait filtrer les compagnies, disons, il y a 20 ou 25 ans, la première compagnie qu'on aurait éliminée, tout ça, là, on aurait fait un consensus total, c'est Apple. Apple, là, dans les années 90, fin des années 90, c'était une compagnie qui vendait des ordinateurs trop chers à 8 personnes, des graphistes pour la plupart, qui étaient à 6 mois de la faillite. Et bon, De mémoire, je crois que c'est Microsoft qui les a comme sauvés. peut-être à une certaine époque, c'est ça. Donc, c'était comme une coupe. Je veux dire, ça, là, on aurait tout éliminé ça du son de même, OK? On aurait gardé quoi? On aurait gardé IBM, on aurait gardé des compagnies comme ça. Bref, je fais un exemple très grossier pour vous montrer que c'est très, très difficile de choisir les gagnants de demain. Puis je sais que dans tes questions, t'en as une qui va parler de ça, puis je vais garder mon exemple, mais c'est ça. Donc, finalement, ça revient à un thème que moi, ça n'arrête jamais de me fasciner, ce thème-là, c'est le côté contre-intuitif de la bourse. C'est contre-intuitif de A à Z. C'est comme si tu prends ta souris d'ordinateur puis tu la retournes de bord. Là, essaie de bouger ton curseur. OK, ça va être n'importe quoi, mais souvent, la bourse, c'est comme ça qu'il faut l'approcher. On a l'impression que, comme on a un bac, on a étudié, on a du succès, on est des gens brillants, on a l'impression que ça nous donne un avantage. Mais non, ça nous nuit. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que j'arrive à ma formule de 15 minutes par année, qui est un peu une blague, mais dans le fond, la personne... Pas une blague, mais non. Moi, il est concret. Non, c'est ça. C'est ça, c'est concret. La personne, moi, je passe pas plus que 15 minutes par année à gérer mes placements. Je veux dire, j'achète des placements quand j'ai de l'argent neuf à investir, puis c'est tout. Je veux dire, c'est comme... L'autre fois, j'avais une réflexion. Je passe peut-être 100 fois plus de temps à l'épicerie à gérer mes portefeuilles bagages. On est dans une année normale. Ouais, c'est ça. Exact. Dans son 15 minutes, là, on parle ici 5 minutes ouvrir l'ordinateur, 5 minutes ouvrir la plateforme pour transiger, 2-3 minutes à regarder ses fonds, peser sur Enter. Donc, 15 minutes, là, c'est peut-être... Fait que, ouais. Ça, on peut prendre un café aussi là-dedans. Ouais, c'est le principe KISS à l'extrême, de dire keep it simple. Tu as dit, puis monsieur, madame, tout le monde, je trouve que ça va leur coller peut-être à la peau, parce que c'est pas tout le monde qui a l'espace mental même. La charge mentale est très forte pour bien des gens. Donc, rajouter ça par-dessus, pour moi, c'est un grand défi. Je trouvais ça très intéressant de souligner. Là, donc, écoutez, déjà 23 minutes, on va déjà être rendu à une pause. On va devoir faire patienter nos auditeurs une grosse semaine pour avoir la suite. Mais dans le prochain épisode, on va rentrer direct dans les questions. Puis, on regarde. De toute façon, moi, j'ai déjà des golden nuggets. J'ai déjà des petites choses que j'ai pris en note qui m'ont inspiré avec toi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. On se retrouve, mes chers amis, dans une semaine. Soyez patients. On va revenir puis on va continuer cette discussion fascinante. Alors, sur ce, bonne semaine, bon trading.